Pendant ce temps, les quelques centaines d'électeurs de Paris s'organisent. Ce sont ceux qui ont siégé au second degré pour élire les 20 députés de la capitale aux États généraux, une forte élite révolutionnaire de bourgeois. Ils décident de former un comité permanent et une milice qui entre aussitôt en action avec les armes du bord. Les armes, c'est le grand problème du 14 juillet. Déjà la veille, une délégation des électeurs s'est rendue aux Invalides, où sont entreposés 30 000 fusils, mais en vain. Donc le 14 au matin, la foule force les grilles du vaste hôtel construit par Louvois et elle s'arme sans que les troupes du baron de Besenval, chef militaire suprême à Paris, interviennent. Alors naît l'idée d'aller à l'autre bout de la ville, à la Bastille, attaquer l'immense forteresse médiévale. Est-ce simplement pour y trouver des munitions ou bien pour faire tomber la prison légendaire des temps révolus, spectaculaire anachronisme politique et urbain qui barre l'extrémité de la rue Saint-Antoine? Les deux idées ne sont pas incompatibles et la foule parisienne a trouvé ce jour-là le meilleur symbole de ce qu'on va bientôt appeler l'Ancien Régime. La Bastille, dont les défenseurs n'ont jamais vraiment voulu se battre, capitule au milieu de l'après-midi, après une fusillade confuse et sanglante. La foule victorieuse, bourgeoisie et peuple mêlés, inaugure le spectacle du sang, désormais inséparable des grandes scènes de la Révolution. Le gouverneur de la Bastille, Launay, traîné par les quais jusqu'à l'hôtel de ville, est abattu place de Grève. Le prévôt des marchands Flessel subit le même sort. Leurs têtes coupées, fixées à des pics, sont exhibées jusqu'au palais royal. À Delaunay, Flessel, à Berthier, Foulon, on est une ficelle au-dessous du menton. Et mais oui, comment peut-on trouver du mal à ça? On est nida, comment peut-on trouver du mal à ça? Ennemis de la France, votre règne est passé. Le temps de la vengeance est enfin arrivé. Et mais oui, comment peut-on trouver du mal à ça? On est nida, comment peut-on trouver du mal à ça? Victoire décisive de la Révolution sur le roi. Louis XVI renvoie les troupes et rappelle Necker le 15 juillet. Le 17, il vient à Paris incliner l'autorité qu'il tient de l'histoire de France devant le nouveau souverain qui vient d'imposer sa force.
consacre les autorités nées de l'insurrection, Bailly devenu maire de Paris, Lafayette commandant de la garde nationale. Le 14 juillet a fait tache d'huile. La nation suit l'exemple de Paris. Les villes se donnent des milices. Les paysans s'arment et réclament leur part. Ils brûlent ici et là les châteaux où ils sont allés chercher les titres primitifs de ces droits féodaux qu'ils doivent encore aux seigneurs de leurs terres. Brûlez-les. L'Assemblée constituante, dans la fameuse nuit du 4 août, détruit ce qu'elle appelle le régime féodal. En fait, toute la société aristocratique, à laquelle elle substitue l'égalité civile moderne, l'univers où nous sommes encore. Suit immédiatement la reconstruction de l'ordre politique. Le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les Français ne sont plus des sujets du roi de France, insérés de toute éternité dans un réseau de hiérarchie. Ils sont des individus libres et égaux, constituant un pacte social où ils entrent avec des droits égaux et garantis, liberté, égalité, propriété, admission de tous aux emplois. La société doit assurer tous leurs droits par l'intermédiaire de la loi, issue elle-même de leur volonté collective. Comment? Par l'exercice d'une souveraineté déléguée, confiée par la nation à l'Assemblée, dépositaire de la volonté générale. Pas de division de souveraineté. Le peuple s'est saisi de la souveraineté du roi, une et indivisible. Louis XVI n'est plus que le premier fonctionnaire du nouveau régime, qui ressemble plus à une république qu'à un royaume. Les députés lui ont laissé un veto suspensif sur leurs décisions, arme dangereuse, fictive, qui va peu à peu emporter ce qui lui a été laissé d'apparence de pouvoir. Première épreuve de force. Louis XVI hésite à ratifier les décrets du 4 août et la Déclaration des droits. Paris, comme en juillet, intervient. Ce sont les journées d'octobre. L'opinion s'irrite des tergiversations du roi et le couple royal offre un drapeau à l'émeute. Le 1er octobre, à la fin d'un banquet donné dans la salle de l'Opéra de Versailles par les officiers des gardes du corps du roi à ceux du régiment de Flandre, les participants foulent aux pieds la cocarde tricolore en acclamant la famille royale apparue dans sa loge. L'insulte agit comme une traînée de poudre jusqu'à Paris. Le dimanche 4, le palais royal des grands jours réclame une marche sur Versailles. Il s'agit de ramener le roi à Paris sous la garde du peuple. Le 5, une longue colonne où dominent les femmes se met en route pour Versailles. Peu après, à la tombée de la nuit, les 15 000 gardes nationaux entraînent Lafayette à leur suite. Il pleut sur ce lundi d'automne.
Trempées et crottées, les femmes arrivent au château par l'avenue de Paris au milieu de l'après-midi et parviennent en délégation jusqu'à Louis XVI par les bons offices de Mounier, président de l'Assemblée. Le roi reçoit les femmes avec de bonnes paroles, promet de faire ravitailler Paris. Mais l'arrivée du deuxième cortège au début de la nuit fait rebondir la situation. Louis XVI a beau promettre de signer les décrets, la concession est tardive. C'est son retour à Paris qui est désormais demandé. Toute la nuit, la foule campe sur la place d'Armes devant la grille du château. Le 6 au petit matin, l'inévitable se produit. Des manifestants envahissent la cour intérieure et bientôt le château. Lafayette, réveillé et accouru pour protéger la famille royale, ne peut que sanctionner la victoire populaire. Du balcon de la cour de marbre, Louis XVI annonce lui-même son retour à Paris. Comme en juillet, c'est sa défaite qui rend à la royauté l'acclamation du peuple. Le cortège hétéroclite qui rentre à Paris dans l'après-midi du 6 ne ramène pas un roi dans sa capitale. Il met un terme à la solitude solaire dans laquelle Louis XIV avait installé la monarchie un siècle auparavant. Il consacre la fin du pouvoir royal, devenu captif après avoir été presque divin. Ton roi se plaise à Paris, ça ravigue tes esprits. Le v'là sous la sauvegarde, notre honneur et notre amour. Nos cœurs y montons la garde, on se bat pour y avoir son tour. Là la cause du pourquoi j'avons été chercher le roi. Ceux qui lui tendions des embûches, je les ai pris dans leur filet. Les vlassos comme des cruches et chifflés par les valets. L'Assemblée souveraine et le roi vaincu sont à Paris, sous le regard des clubs et de la garde nationale. L'Assemblée au manège, située le long du jardin des Tuileries, le roi dans le palais, plus ou moins désaffecté depuis le début du siècle. À Versailles, l'immense château déjà à demi déserté en juillet n'abrite plus à l'automne que des souvenirs ou des fantômes. Vaste cimetière d'une royauté morte, il ne revivra pas avant d'être devenu son musée. Sous surveillance aux Tuileries, Louis XVI cède à la force des choses.
Français au champ de Mars pour la fête fédérative. Bravons les travaux, les hasards. Voilà que le grand jour arrive. Bons citoyens, accourez tous. Il faut creuser, il faut abattre. Autour de ce champ formez-vous en magnifique amphithéâtre. Louis XVI accepte la nouvelle constitution en février 1790. Le 14 juillet suivant, premier anniversaire de la prise de la Bastille, il est au centre avec Lafayette de la grande fête de la Fédération au Champ de Mars. Réconciliation à grand spectacle de la monarchie et de la Révolution, et qu'incarne un serment solennel du roi en présence de la nation représentée. Moins d'un an après la fête de la Fédération, Louis XVI cherche à fuir son royaume révolté pour y rentrer en pacificateur. C'est l'épisode de Varennes. L'idée n'est pas de rejoindre les aristocrates émigrés, dont le couple royal se méfie extrêmement, mais de quitter un Paris où le roi n'a plus aucune liberté de manœuvre. À Pâques 1791, Louis XVI n'a pas pu quitter les Tuileries pour aller communier à Saint-Cloud des mains d'un prêtre de son choix. Pourtant, il croit la Révolution en perte de vitesse. Une fois hors de France, il pense pouvoir offrir à son peuple l'occasion d'un revirement. En voulant faire renaître la royauté dans l'opinion, il contribue au contraire à son acte de décès. Parti en grand secret des Tuileries dans la nuit du 19 au 20 juin 1791, la lourde berline qui porte le roi et sa famille est arrêtée à Varennes, dans l'est du pays, 20 heures après. Ils sont partis, rien ne m'arrête. Laissez-les faire, ils n'iront pas bien loin. De déserter et d'un très malhonnête, dont les ingrats ont payé notre soin. On trébuchait, donnant à pleine tête, ils s'y sont pris tout en faisant chemin. Rien peut-être n'en dit aussi long sur la France révolutionnaire que le tocsin de ce petit village perdu à l'arrivée de l'étrange attelage. Rien sinon la foule silencieuse du retour, veillant une famille rattrapée et captive. Par des serments ainsi que par des larmes, les êtres sages regagner le cœur. Le patriote oubliant ses alarmes, Louis Toinon reçoit des honneurs. Lorsqu'en secret il goûte d'autres charmes, ceux de cueillir les fruits de leur moisseur. Couple perfide réserve vos larmes pour arroser le prix de vos forfaits. Le crime est seul le pouvoir de vos armes. Il vous confronte dans tous vos vains projets. Un peuple libre reconnaît les charmes de négocier au rang de vos sujets. L'épisode de Varennes déchire dans l'esprit du peuple le tissu d'illusions qui sous-tend l'idée d'une monarchie réconciliée avec la Constitution. Il sert de prétexte à une floraison de caricatures haineuses et cruelles de Louis XVI et Marie-Antoinette. Autant de traces qui mettent la royauté hors de la nation.
l'été 91, pourtant, l'Assemblée constituante sur sa fin fait un dernier effort pour restaurer la royauté dans la nation. Elle fait réprimer par la garde nationale le 17 juillet une pétition pour la suspension et le jugement du roi. Elle veut terminer la révolution, mais elle se sépare en septembre. Et dans l'Assemblée qui lui succède, la législative, les révolutionnaires trouvent un nouveau levier pour séparer le roi de la nation, c'est la guerre. Comment la guerre s'introduit-elle si vite et si massivement, dès les premiers mois de l'Assemblée législative, dans l'arsenal révolutionnaire? Si le couple royal, retranché dans les Tuileries, la veut comme une chance ou une condition du rétablissement de son autorité, comment se fait-il que les députés s'y engagent, derrière Brissot et les futurs Girondins? Ils y voient d'abord l'aboutissement naturel de la vocation universelle de la Révolution française, puisque 1789 s'est fait non pas au nom des seuls Français, mais pour instaurer les droits de tous les hommes. La guerre n'est ainsi que la continuation de la croisade pour la liberté, étendue à l'échelle de l'Europe. Mais à cette ambition inscrite dans l'idéologie révolutionnaire se mêlent deux passions liées à la politique intérieure française. Réfugiés dans les petits États allemands de l'autre côté du Rhin, les aristocrates émigrés s'y organisent. Ils ne forment pas une vraie menace pour la France révolutionnaire, mais ils constituent un symbole de ce que la Révolution a vaincu déjà, le complot aristocratique, et qu'elle doit exterminer. La guerre étrangère est une suite de la guerre civile. Enfin, il y a le roi. Depuis des siècles, la nation s'est formée dans un rapport antagoniste avec les pays voisins, mais c'était sous l'aile de ces rois qui ont capitalisé au profit de la dynastie capétienne un trésor d'habitudes, d'émotions et de souvenirs nationaux. Or, c'est tout juste ce trésor qui peut être mobilisé contre Louis XVI. Il suffit que le roi des Français apparaisse solidaire des émigrés pour passer avec eux du côté des ennemis de la nation. En plaçant moralement Louis XVI dans le camp de la petite armée des nobles qui s'organise de l'autre côté du Rhin, la guerre achèverait ce que 1789 a commencé. Elle dépouillerait la vieille royauté de son histoire avec la France. La République, implicite dans les institutions, serait inscrite enfin dans les esprits. Comment Louis XVI pourrait-il le comprendre pour éviter d'en être le complice involontaire? Il se contente, comme le plus souvent, de jouer sa partition dans l'ère de la surenchère. Il imagine la France affaiblie, désagrégée par la Révolution, incapable de résister aux armées professionnelles des cousins et des beaux-frères. En réalité, il va multiplier les forces de la Révolution et leur offrir en exclusivité l'héritage de ses ancêtres remaniés, transformés par 89, la nation. Dans ce mot énigmatique et tout-puissant s'opère la dévolution du patrimoine collectif des Français qui passe de la monarchie à la Révolution. Le 20 avril, au milieu d'une assemblée presque unanime, Louis XVI fait voter la déclaration de guerre au roi de Bohême et de Hongrie, François II, empereur d'Autriche. Première grande crise, le 20 juin 1792. Dans la France en guerre, le roi tergiverse à sanctionner des décrets contre les émigrés et les prêtres réfractaires. Des milliers de manifestants, mobilisés par les sections de l'Est de Paris, envahissent les Tuileries et coincent Louis XVI dans une embrasure de fenêtres. Le roi coiffe le bonnet phrygien et doit trinquer à la nation avec les envahisseurs des Tuileries.
Ce qui a échoué le 20 juin réussit 7 semaines plus tard, le 10 août, avec l'aide de la province révolutionnaire. Le 10 août marque en effet le couronnement de toute une agitation patriotique contre la trahison. La France est menacée par l'invasion des Autrichiens et des Prussiens, entrés en guerre peu après l'Autriche, et l'Assemblée a décrété la patrie en danger. Le piège du conflit avec l'Europe des rois se referme sur Louis XVI et Marie-Antoinette. Les voici en situation d'inculpés permanents, soupçonnés de tout, coupables de tout. Leur situation d'extrême danger se trouve aggravée dans les premiers jours d'août par le duc de Brunswick, commandant des troupes ennemies, qui somme les Français sous peine de représailles impitoyables de ne pas toucher à leur souverain. Petit matin du 10 août, 2 colonnes compactes de manifestants marchent sur les Tuileries, l'une sur la rive droite venant du faubourg Saint-Antoine, l'autre venant de la rive gauche et de Saint-Marceau, grossie de fédérés marseillais et brestois. Louis XVI se réfugie avec sa famille à l'Assemblée, juste avant que les Tuileries soient prises d'assaut par les insurgés, au prix d'une fusillade sanglante avec les troupes suisses chargées de les défendre. L'Assemblée cède au vainqueur. Elle suspend le roi et lui substitue un conseil exécutif provisoire. Une nouvelle Assemblée constituante, qui s'appellera la Convention, doit être élue dans les meilleurs délais. La Révolution a abattu la royauté. Elle reprend sa marche en avant. Dans l'intervalle qui sépare la journée du 10 août 1792 de la réunion de la Convention le 21 septembre, la commune insurrectionnelle de Paris couvre de son autorité provisoire une première dictature de la terreur. La famille royale est enfermée à la prison du Temple le 13 août. Entre le 2 et le 5 septembre, aux mauvaises nouvelles des frontières, Longwy et Verdun sont tombés à l'ennemi. Une foule d'activistes des sections parisiennes se livre à des massacres aveugles dans les prisons parisiennes. C'est une des scènes les plus affreuses de la Révolution française. Valmy, le 20 septembre, sauve la France de l'invasion. Duel d'artillerie au terme duquel l'armée prussienne renonce à attaquer les positions françaises.
Réunie le lendemain de Valmy, le 21, la Convention abolit la royauté. Le 22, elle instaure la République. Reste à régler le sort du roi, enfermé avec sa sœur, Madame Élisabeth, sa femme, Marie-Antoinette, et leurs 2 enfants, dans le vieux donjon médiéval de l'enclos du Temple, au cœur de Paris. Étroitement surveillé par les hommes de la Commune de Paris, Louis XVI est progressivement isolé des siens, y compris à partir de décembre du jeune dauphin. Il supporte ces persécutions avec un stoïcisme simple, comme s'il était déjà ailleurs. Faut-il et peut-on le juger? Les papiers saisis aux Tuileries et remis plus tard par la Commune à une commission parlementaire de 24 députés offrent la matière d'un procès. La découverte le 20 novembre d'une armoire de fer secrète dans un mur des Tuileries livre à l'Assemblée une partie de la correspondance confidentielle de Louis XVI, notamment avec sa belle famille d'Autriche. Celle-ci montre la duplicité du roi, qui peut aussi se nommer trahison. Mais quel roi juger? Celui de l'Ancien Régime ou celui de 1791, rebaptisé par la Constituante monarque constitutionnel? Saint-Just, le 13 novembre, requiert contre le premier en récusant l'idée même d'un jugement. Louis XVI, à ses yeux, est coupable du fait même qu'il est roi. Mais la masse des députés veut faire un procès en bonne et due forme au roi de 1791 qui a trahi son mandat. Elle lève à grand-peine l'obstacle de l'inviolabilité et s'instaure en tribunal. Louis XVI paraît 2 fois à la barre, enfermé avec ses avocats dans le système de l'accusation, incapable de plaider l'histoire de la monarchie française et même d'incarner son souvenir. Il est déclaré coupable à la quasi-unanimité. Les Girondins, qui veulent le sauver de l'échafaud, ont proposé que la sentence soit soumise aux assemblées primaires. Ils sont battus. Le 3e vote, acquis à 1 voix de majorité, le déclare puni de la peine capitale. Louis XVI est exécuté au matin du 21 janvier 1793, place de la Révolution, place de la Concorde actuelle. Il avait raté son procès. Il meurt avec une majesté courageuse et simple qui marque aussi les lignes de son testament. Son éducation royale ne l'avait pas doté des moyens d'une forte politique, mais sa foi chrétienne lui avait appris à mourir. Il y a un grand concours de peuple pour assister à son supplice. Mais à l'inverse de celle de Charles Ier dans l'Angleterre du XVIIe siècle, sa mort ne provoque aucun mouvement d'opinion visible dans les semaines qui suivent. Les paysans vendéens qui se soulèvent en mars ne prennent pas les armes au nom du roi guillotiné. Signe peut-être que l'exécution du 21 janvier
était moins nécessaire pour tuer la monarchie que pour jeter en avant la Révolution. « 1789 est une cassure dans l'histoire de la France. C'est une rupture brutale et irréversible avec l'ordre ancien. C'est d'abord, nous l'avons vu, une révolution politique. La souveraineté passe du roi au peuple. Elle ne vient plus d'en haut, mais d'en bas. Les hommes ne sont plus des sujets, ils deviennent des citoyens. C'est ensuite une révolution sociale. La Déclaration des droits de l'homme proclame les droits inaliénables des individus. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Comme le dit François Furet, la Révolution connaîtra des moments plus violents, elle n'en connaîtra pas de plus radicaux. 1789, c'est un moment fondateur de la France actuelle. Regardons les symboles de la République française, ils sont tous nés du conflit entre la royauté et la Révolution. La fête nationale d'abord, le 14 juillet, la prison royale de la Bastille tombe. Le roi doit céder à la Révolution. Le drapeau tricolore, ensuite, les trois couleurs sont l'emblème de la garde nationale. Ce sont les couleurs de Paris, bleu et rouge, qui encadrent celles de l'uniforme de la garde. La Déclaration des droits de l'homme, rédigée en août 1789, elle est citée en préambule de la Constitution actuelle, celle de la Ve République. L'hymne national, enfin. La Marseillaise, à l'origine un chant de guerre, est chantée le 10 août 1792 pendant l'assaut des Tuileries qui entraîne la chute de la royauté. En même temps qu'elle rompt avec l'Ancien Régime, la Révolution française introduit une nouvelle cassure avec l'Église catholique cette fois. C'est le deuxième conflit fondamental. Il déchire profondément le pays. Il a lui aussi des répercussions actuelles. Vous le découvrirez dans la troisième partie de l'histoire de la Révolution française. À la veille de la Révolution, l'Église catholique présente toutes les apparences d'un grand corps puissant, prospère, utile. Elle est le premier ordre du royaume, gardienne de la religion du peuple et de l'État,
assurant plusieurs des tâches qui sont aujourd'hui le service public, comme la charité, notamment sous sa forme hospitalière, l'enseignement, les petites écoles élémentaires et les collèges, l'état civil. Elle est riche, à la tête d'une vaste propriété rurale et urbaine constituée au cours des siècles et percevant chaque année en nature la dîme sur les récoltes du royaume. À Paris, il y a près de 50 paroisses pour 600 000 habitants et les couvents occupent le quart de la surface de la ville. Il suffit encore de regarder aujourd'hui nos paysages pour imaginer l'omniprésence de l'Église dans ceux du passé. Ce qui frappe le voyageur étranger dans l'ancienne France, c'est le nombre, l'importance, le caractère central des édifices religieux, des plus somptueux aux plus modestes. Chaque village du royaume est groupé autour de son église. À la croisée des chemins de campagne ou dans la pierre des maisons, les calvaires, les croix, les statuettes expriment partout le respect de Dieu. Regardons les églises de l'Ouest profond dans ce qui sera bientôt le territoire ravagé de la Vendée. Elles n'expriment encore que la beauté touchante des siècles. Pourtant, derrière cette admirable façade, l'Église catholique de cette fin du XVIIIe siècle est plus vulnérable qu'elle n'en a l'air. Elle a été une des cibles préférées des attaques de la philosophie, à la fois dans son rôle temporel et à travers son message spirituel. C'est qu'elle a été au XVIIe siècle la grande persécutrice des protestants et de cette version interne du protestantisme, le jansénisme des messieurs de Port-Royal. Voici ce qu'en dit Sainte-Beuve. Le vendredi 1er novembre, M. d'Argenson partit pour rendre compte au roi des ordres de Sa Majesté. Il lui dit qu'il avait été surpris de la constance de ces religieuses et surtout de leur parfaite obéissance. Le roi répondit qu'il était content de leur obéissance, mais fâché qu'elles ne fussent pas de sa religion. On a évalué à plus de 3000. Les corps qui, déposés dans la suite des générations, durent être ainsi exhumés inhumainement. Pour quelques-uns que la religion des héritiers vint revendiquer et choisir, combien de hasards et de pêle-mêle. Qu'attendre des hommes grossiers chargés de déterrer confusément ces corps et de les porter en tas dans des tombereaux au cimetière voisin de Saint-Lambert? Ainsi, ce qui avait été la vallée sainte par excellence et la cité des tombeaux n'offrit plus pendant ces mois de novembre et de décembre 1711 que la vue d'un immense charnier livré à la pioche et au colibet des fossoyeurs. Des chasseurs qui traversèrent alors le vallon ont raconté qu'ils furent obligés d'écarter avec le bout de leurs fusils les chiens acharnés à des lambeaux. Comment s'étonner après cela que la réaction morale causée par ces erreurs suscite des fanatiques, que les gémissements d'abord, les sanglots ensuite, saisissent ceux qui sont trop violemment indignés. Grâce à une incurie sans nom, succédant à de longues suggestions iniques, il y eut sous Louis XIV, à 2 pas de Versailles, des actes qui rappellent ceux de 1793. Après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, qui ouvre une époque déplorable de chasse aux protestants, l'Église catholique est plus que jamais main dans la main avec la monarchie absolue.
Et si la monarchie ne s'en trouve pas plus religieuse, l'Église, elle, sort probablement du siècle de Louis XIV, plus subordonnée au pouvoir politique, plus sécularisée, embarquée dans des batailles politiques, moins incontestables dans les esprits. Partie intégrante et fondamentale de ce qu'on va bientôt appeler l'Ancien Régime, elle est le premier ordre privilégié du royaume. Bien que Sieyès, dans ses fameux pamphlets de l'hiver 1788-89, n'attaque frontalement que la noblesse, l'Église catholique ne peut manquer d'être victime de l'impopularité de la société aristocratique, dont tout l'épiscopat est un fleuron. Pourtant, la noblesse, et plus encore qu'elle, l'Église, va jouer un rôle très important dans le déclenchement et la première année de la Révolution. C'est que ces batailles de curés de campagne, élus députés du clergé aux États généraux, regardent très vite du côté du tiers-État et donnent en juin le signal du mouvement de ralliement à l'Assemblée du tiers. Le bas clergé, bientôt suivi par les évêques, joue ainsi un rôle capital dans les premières étapes de la Révolution. David a pris soin, dans la vaste composition du jeu de paume, de mettre au premier plan, un peu sur la gauche, le groupe des 3 curés du Poitou, qui ont les premiers rallié le tiers-État, et tout au centre, toujours au premier plan, le trio amical formé par le moine chartreux Don Gerle, l'abbé Grégoire et le pasteur protestant Rabot Saint-Étienne, dont l'embrassade fraternelle figure la réconciliation des cultes. Mais la logique de la destruction de la société aristocratique est plus forte que ces images de l'unité retrouvée. L'Église catholique est la grande perdante des réformes de l'été et de l'automne 1789. Elle est atteinte le 4 août comme propriétaire des droits féodaux, mais ces droits doivent lui être rachetés selon la loi commune. Plus onéreuse est l'abolition de la dîme, sans indemnité cette fois, exception à la règle qui est un commencement de spoliation. Mais le pire est à venir 3 mois plus tard, avec la mise à la disposition de la nation des biens du clergé, proposée par un évêque depuis longtemps étranger aux obligations de sa fonction, Talleyrand. Les biens confisqués, qui sont considérables, vont couvrir l'émission d'un papier destiné à payer les créances de l'État, papier qui deviendra en 1790 un véritable papier-monnaie à cours forcé. Décision capitale par quoi la Révolution se donne à la fois les moyens de sa force et de sa faiblesse. Elle s'attache beaucoup de nouveaux propriétaires, elle se donne de dangereux instruments financiers de l'inflation, elle se condamne à soumettre l'Église à la loi ou à en faire son plus redoutable ennemi. Car si l'aristocratie n'a pas eu de fidèles, la religion catholique, elle, va en avoir. La réorganisation de l'Église, inscrite dans les décisions de 1789, a lieu en 1790. Les vœux perpétuels sont interdits en février, les couvents ouverts à ceux qui veulent partir. De la mi-mai à la mi-juillet, l'Assemblée discute et vote une constitution civile du clergé, par laquelle la Révolution,
reprenant à son compte le vieux gallicanisme des rois de France, aligne l'Église sur l'État, transforme les prêtres en fonctionnaires élus sur le modèle de l'administration départementale et communale. Pauvre débat, discussion de politique, de juristes et de procéduriers, entre un catholicisme sans ressort, asservi, presque laïcisé, et une révolution intransigeante sur la souveraineté toute neuve, et pourtant calquée sur l'ancienne. Louis XVI signe pourtant le décret final, conseillé par un épiscopat prudent. Mais le pays catholique commence à s'agiter déjà, et le pape Pie VI, menacé en plus par l'agitation révolutionnaire dans ses possessions d'Avignon, laisse filtrer son refus, qui devient officiel l'année suivante. La Constituante choisit d'avancer. Un décret du 27 novembre 1790 donne 2 mois aux prêtres en exercice pour prêter serment à la Constitution, dont la Constitution civile du clergé fait partie. En janvier 1791, ce serment divise non seulement le clergé, mais la nation. L'affaire politique est devenue une guerre de religion, où se noue le conflit qui sera si long entre la démocratie révolutionnaire et le catholicisme français. Il suffit de comparer la géographie du serment à celle de la pratique religieuse du XXe siècle, mesurée à la communion de Pâques, pour voir à quel point le refus du serment par une bonne moitié des prêtres et presque tous les évêques est un événement matriciel. Tous les dimanches de janvier 1791, ces dimanches où est prévue la cérémonie de prestation du serment, voit commencer en France le grand schisme inséparablement politique et religieux qui a déchiré la France contemporaine. L'Ouest, Vendée en tête, et l'Est, au long d'un arc de département qui unirait l'Alsace au Velay, donne le signal d'une sécession catholique par rapport à la Révolution. Talleyrand a beau prêter la main au sacre des quelques évêques qui acceptent le serment, comme Gobel dans le siège de Paris, le conflit est redoublé par la condamnation officielle de la Constitution civile par le pape le 10 mars. L'ensemble de l'Église de France est mis en demeure de choisir entre Rome et Paris, universalité de l'Église et citoyenneté, conviction intérieure et autorité de l'État. Et derrière les prêtres, les millions de fidèles de ce pays catholique comprennent et épousent ce dilemme qui fait de la Révolution une guerre de religion. Un an après la fête de la Fédération et la célébration de l'unité nationale autour des principes de 1789, la Révolution française fait paraître une fracture religieuse qui donne ses premières troupes à ses adversaires. Louis XVI aussi raidit la résistance. Quand il décide la funeste expédition de Varennes, au printemps 1791, ce Bourbon attaché à la foi traditionnelle voit après coup dans la Constitution civile une raison supplémentaire de donner un signe éclatant de résistance. Dès lors, il existe 2 églises catholiques en France. Celle qui est fidèle à la Révolution et notamment à la constitution civile du clergé et dont l'abbé Grégoire est la figure de proue. Cet ancien curé lorrain, passionné pour l'idée d'universalité des hommes, où il voit le trait d'union entre le christianisme et les principes de la démocratie, est à la fois un violent adversaire de l'Ancien Régime et des rois, et un prédicateur évangélique de la fraternité humaine. En face, l'autre église, l'église réfractaire,
qui va se renforcer au fil des ans, moins de ses ressources internes que de la situation politique offerte par le cours des événements. En effet, la Révolution voit se développer surtout dans les villes, à Paris notamment, des violences anticléricales et même antireligieuses qui rendent plus qu'inconfortable la position de l'Église constitutionnelle. Et la terreur achèvera de discréditer dans le peuple des fidèles la tentation de jeter un pont entre le christianisme et la Révolution. Ni la législative, ni la Convention ne dessineront un peu fermement le projet de fonder les nouveaux principes sur une autre foi religieuse que celle de l'Église catholique, si on met à part la fête de l'être suprême, tentative qui tombera dans la condamnation portée sur Robespierre et la Terreur le 9 Thermidor. En réalité, la politique de la Révolution, à partir de l'automne 1791 et de l'Assemblée législative, tient avant tout dans la persécution des prêtres réfractaires. Une série de décrets entre novembre 1791 et mai 1792 menace ceux-ci d'arrestation et de déportation. La guerre qui intervient en avril 1792 aggrave l'obsession du soupçon qui caractérise l'activisme révolutionnaire. Le 10 août 1792, jour de la prise des Tuileries et de la chute de la monarchie, inaugure un premier cycle de la terreur à Paris. Terreur populaire, indépendante des autorités même insurrectionnelles, comme la Commune de Paris, et particulièrement sauvage. Entre le 2 et le 5 septembre 1792, après de mauvaises nouvelles de la frontière du Nord-Est, une foule de militants sectionnaires s'ouvre le chemin des prisons parisiennes pour y commettre de véritables massacres. L'Église réfractaire paie le prix fort de cette tuerie, notamment à la prison des Carmes, rue de Vaugirard, où plus de 100 prêtres sont massacrés. Le spectre du lugubre événement n'a pas disparu de la mémoire catholique. La Révolution continue sa marche en avant, proclame la République le 22 septembre, exécute Louis XVI le 21 janvier 1993. La radicalisation politique parisienne approfondit la guerre civile naissante sur le territoire national. Celle-ci va culminer en Vendée, où la révolte militaire contre la Convention commence en mars. Pour la comprendre, il faut entrer dans l'Ouest profond qui tourne le dos à Paris. La guerre de Vendée, de mars à décembre 1793, est le plus long, le plus ravageur, le plus tragique épisode de la guerre civile française, dont la constitution civile du clergé a donné le signal. Elle est aussi le conflit le plus symbolique, puisqu'elle met aux prises en rase campagne la Révolution et l'Ancien Régime, la démocratie révolutionnaire et la tradition catholique. Le pays vendéen n'a pas été hostile à 1789. Mais depuis 1790, il s'accroche à son Église et à ses prêtres. Sa fidélité catholique est d'autant plus forte que la conquête protestante est venue battre jusqu'à ses abords et que la contre-réforme catholique y a été plus militante. Grignon de Montfort, au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle, a quadrillé l'Ouest français de missions, de retraites et de plantations de calvaires. Il a installé son camp de base en plein cœur du Bocage, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, petit bourg au sud de Cholet, couvert d'églises et de couvents, qui sera aussi au cœur de l'insurrection. Sa prédication s'est faite dans tout l'Ouest, de la Bretagne à l'Aunis. Elle ne suffit donc pas à expliquer le soulèvement vendéen de 1793, qui a lieu dans un quadrilatère de 100 km de côté, au sud d'une ligne Saumur-Nantes, et dont Cholet forme le centre.
mais elle préfigure au moins la nature de l'insurrection, à la fois paysanne et cléricale, qui n'arrivera jamais à tenir longtemps les villes, où domine un autre XVIIIe siècle, celui des Lumières et des administrations bourgeoises. La guerre de Vendée va naître du choc de ces deux mondes opaques l'un à l'autre. Elle en accentuera les traits antagonistes pour les 2 siècles qui viennent. Les signes avant-coureurs du soulèvement n'ont pas manqué, depuis 1791, autour de l'opposition des populations rurales aux nouvelles administrations, notamment dans les villes, et sur la question religieuse. Mais c'est la levée de 300 000 hommes décidée par la Convention en février 1993 qui met le feu aux poudres. Au début de mars, les envoyés de l'administration révolutionnaire qui arrivent dans les villages des Mauges et du Bocage pour recruter des conscrits sont violemment pris à partie. La vieille hostilité des campagnes à l'État central a survécu à 1789 et elle se trouve étendue, aiguisée par les atteintes portées à la religion. La Convention, par un décret du 24 février 1793, a décidé la levée de 300 000 hommes pour préserver nos frontières. Voici la liste des volontaires. Vaudrillon, Brisselin, Chavagne. Les paysans se sont soulevés les premiers avec des armes de fortune. Ils se donnent des chefs, quelquefois pris dans leur rang, comme le voiturier Catelino, le garde-chasse Tofflet, le plus souvent des nobles restés au pays, comme le jeune Laroche-Jacquelin, Charette, Lescure, Delbé. En main, où donc vas-tu, si bon matin, où donc vas-tu, mon Corentin? Tous nos gars ont pris rendez-vous, tio, tio, pour aller à la chasse au loup, tio, 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 tio. Pourquoi donc n'as-tu pas au pied tes lourds sabots de châtaignier, mais tes fins et légers souliers? Nous aurons à forcer les loups, tio, tio, chausser de bons souliers à clous, tio, 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 tio. Mais pourquoi donc as-tu cousu sur ton cœur le cœur de Jésus, mis ton chapelet par-dessus? C'est qu'avant de tracter les loups, tio, tio, il fait bon se mettre à genoux, tio, 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 tio. Souperez donc vous dans les bois, qu'à ta boutonnière je vois ta vieille cuillère de bois. Après avoir chassé les loups, tio, tio, nous mangerons la soupe au chou, tio, 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 tio. Mais quoi vas-tu chasser ainsi avec ce couteau que voici, sans emporter ton vieux fusil? Ne sais-tu donc plus que chez nous, tio, tio, c'est au couteau qu'on sert les loups, tio, 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 tio. Adieu donc mon beau Corentin, va t'embusquer dans un ravin au fond du Allier vendéen. Dans la nuit hurleront les loups, tio, tio, fais ta prière et pense à nous, tio, 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 tio.
Ils gagnent un peu par hasard, dès le 19 mars, une première bataille à Pontcharrat, à partir de quoi l'insurrection se rend maîtresse du plat pays entre la côte atlantique et le département des Deux-Sèvres. Étranges armées, en vérité, que ces cohues de quelques dizaines de milliers d'hommes, paysans, tisserands, petits notables de campagne, rassemblés au son du tocsin du village, encadrés par leurs prêtres et peu enclins, une fois la bataille passée, à trop s'éloigner de chez eux où la récolte attend. Delbé arrache à la mort les prisonniers républicains de Chemillé en invoquant pour apaiser ses soldats les paroles du Pater « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ».